Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché avec des cryptos qui continuent de pump suite à l'élan haussier qu'on a eu hier suite aux chiffres sur le CPI. Donc on verra Bitcoin qui a cassé son niveau des 64 000, Ether qui continue de surperformer face au Bitcoin, hyper liquide plus 3%, c'est également pas mal. On passera en revue les altcoins qu'il faut surveiller, celles qui sont en train de performer face au Bitcoin. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même certaines. Donc on les verra juste après. On parlera bien sûr des indices US SP500 Nasdaq en totale décorrélation avec les cryptos. Et on terminera par 3 actifs que vous me demandez d'analyser, SKNX, Safran et AMD. Avant que je commence, je refais une parenthèse ici sur la campagne qui est en cours. Je sais qu'une partie d'entre vous a déjà vu passer cette offre et c'est probablement dit, je regarderai ça plus tard. D'ailleurs, attention, il vous reste très peu de temps. Et pour les autres, vous la découvrez peut-être aujourd'hui. Actuellement, OKX propose un bonus équivalent à 8% des nouveaux dépôts nets réalisés sur la plateforme. Donc, vous réalisez un dépôt de 1000, vous recevez 80. Vous réalisez un dépôt de 5000, vous recevez 400. Un dépôt de 10 000, vous recevez 800, etc., etc. Le bonus peut monter comme ça jusqu'à 20 000 par personne. Donc 20 000 euros par personne, ça reste quand même conséquent. Bien entendu, c'est proportionnel au dépôt que vous allez réaliser. Mais pour tous ceux qui font leur transition des exchanges non Mika à un exchange Mika, ici OKX est un exchange qui est enregistré et qui est Mika. C'est d'ailleurs l'une des premières plateformes à été agréée Mika, MiFID, etc. On peut trader avec des effets de levier, contrats perpétuels et j'en passe. Donc c'est un bon bonus ici que vous pouvez profiter. Et en plus, je rappelle, vous avez ici jusqu'à 400 euros pour les nouveaux utilisateurs. Donc c'est le meilleur moment. On a jusqu'à fin juillet pour profiter de l'offre, à savoir qu'ils peuvent retirer l'offre à n'importe quel moment si ils ont atteint leurs limites qui sont fixées. On avait un budget de 50 millions pour ce bonus-là. Donc dès qu'il est atteint, la date limite c'est le 31 juillet, mais si on l'atteint avant, automatiquement OKX mettra fin à ce bonus. Donc 8% comme je l'ai dit, c'est assez conséquent pour ceux qui veulent en profiter. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Je tiens vraiment à préciser quelque chose de très important. Pensez à activer la campagne avant de réaliser un premier dépôt. C'est important, sinon vous n'allez pas obtenir le bonus. C'est très simple, vous allez sur la page principale de OKX, il y a juste à télécharger l'application et c'est marqué en gros. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail dans la description de cette vidéo. Sinon vous allez sur le Discord, vous m'envoyez un mail. Voilà, il y a toutes les infos en cliquant sur le premier lien en description pour accéder ici à cette page. Vous avez juste à cliquer ici sur participer. Hop, créer un compte, vous vérifiez bien, vous avez le taux de remise également de 20% sur vos frais de trading avec le code NicoCrypto. Puis après, c'est une inscription assez classique. J'ai d'ailleurs fait un tuto, je vous avais partagé. Vous marquez tuto OKX NicoCrypto sur YouTube, première vidéo, et vous avez toutes les informations pour ceux qui ont du mal à créer un compte. Allez, on commence ici par le Bitcoin qui nous a cassé concrètement le niveau des 64 000 $. Donc ça, bien entendu, c'est bullish, ok. Là, on part clairement du principe que cette zone de résistance allait casser et on peut la changer de couleur. On a maintenant un support. Donc pour moi, le niveau a été break. Maintenant, la prochaine zone, elle est ici, 66 500 $. Donc je pense que le Bitcoin peut tranquillement aller chercher cette zone. On voit que même en 4 heures, c'est une zone qu'on a cassée. On est venu pullback, on a consolidé, puis on a formé un petit range. Puis là, session de New York, là, on l'a cassé à la hausse, ce range. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. Alors est-ce qu'on peut avoir un rallye haussier sur le Bitcoin? On avait vu comme quoi le mois de juillet, historiquement, c'est un mois qui est plutôt bullish. Le mois d'août, globalement, neutre ici. Et le mois de septembre également, c'est pas un très bon mois. Donc le mois de juillet qui est pourtant pour le moment respecté. Ok, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faudra surveiller, c'est ensuite pour du long terme, est-ce qu'on arrive à passer en weekly au-dessus des niveaux clés qu'on a déjà mentionné ces derniers temps, que ça soit ce sommet-là et le tunnel daily. En tout cas, ici, le court terme, c'est bull. Le moyen terme, c'est bull. Le long terme, c'est toujours bear. Mais déjà, on avait un moyen terme qui était bearish depuis un long moment. Alors, comment j'estime que le moyen terme est bearish pour ceux qui pourraient me demander, c'est la dynamique de prix en daily et également le tunnel H4. Ok, et on voit bien que pendant un long moment, on faisait des creux et des sommets de plus en plus bas. Ok, jusqu'à arriver à un stade où là, on fait des creux et des sommets de plus en plus haut, cassure du 4 heures. Donc là, le moyen terme est bullish. Donc attention, ceux en tant que swing trader qui commencent à prendre des shorts, ici, vous êtes un peu à contre-tendance. Voilà, vous n'êtes pas dans le sens du flux. Maintenant, il y a quand même un short qui peut se prendre sur cette zone-là en se disant que ça, c'est un range et qu'on va retourner chercher l'extrémité basse. C'est vrai. Par contre, si on commence à déborder ce niveau-là,
attention, on peut s'attendre à un short squeeze assez important jusqu'à arriver chercher ici le tunnel daily. Donc cette clôture daily, elle est vraiment bien également. Je vous rappelle, le plus important, peu importe que vous êtes trader, investisseur, le plus important c'est d'avoir deux choses. Un, une gestion du risque, quel pourcentage vous permettez de perdre pour toute position que vous allez prendre, que ce soit sur du court, moyen, long terme, et de deux, où est-ce que vous mettez votre stop loss, où est-ce que vous mettez votre invalidation si le marché donne tort à votre scénario. Ici, stratégie de breakout, pour moi, si on commence à réintégrer et perdre cette bougie impulsive qui nous a créé ce breakout, de mon côté, je préfère invalider et sortir. Voilà. De ce côté-là, c'est le niveau ici à ne pas perdre. Il y a deux types d'invalidation, dans tous les cas, quand on a comme ça des breakouts. Il y a, on va dire, l'invalidation, je vais supprimer ça, hop, l'invalidation la plus safe, c'est globalement un stop loss sous, comme on l'a vu, la bougie impulsive, qui est globalement ici, ok. Donc ça, c'est l'invalidation la plus safe. L'invalidation la plus risquée, mais qui vous permettra d'avoir un risk reward plus intéressant automatiquement, c'est si on réintègre la zone de valeur de ce précédent range. Donc globalement, si on commence à repasser sous les 64 000 $, on prend le poke, vous voyez, si on commence à se réinstaller en dessous de cette zone-là, ici, vaut mieux à ce moment-là se barrer. Deux types d'invalidation, l'une un peu plus safe, l'autre plus agressif. Les différences, c'est au niveau du risk reward. Admettons que vous êtes positionné ici, quelqu'un qui a un stop là, il va chercher du 2 pour 1, il est obligé d'aller chercher les 69 568. Que la personne qui a un stop loss plus serré, vous voyez là-dessus, elle a du 6 pour 1. Donc elle peut aller chercher également du 2 pour 1, 3 pour 1, et son TP sera plus serré. Ça dépend de vous, ça dépend de l'horizon de temps également que vous avez. Plus votre stop loss est éloigné, votre TP éloigné, plus le trade va durer. Ça c'est logique, ça dépend de votre tolérance au risque. Également, si vous avez une stratégie avec un taux de réussite plus important ou pas, parce que plus vous allez avoir un stop loss serré et un risk reward important, plus votre taux de réussite va être faible, ce qui est tout à fait logique. Donc ça, c'est vraiment propre à vous. Moi, mon but, c'est vous apporter des pistes de réflexion, de vous montrer un peu comment on peut fonctionner et mettre tout simplement des stop loss cohérents. Ça, c'est la chose la plus importante. Quand vous mettez un stop loss, votre stop loss, vous le mettez pas pour faire joli. Vous dites pas, tiens, je le mets là, je le mets un peu au hasard, je le mets pour avoir un risk reward et je déplace mon stop loss pour augmenter mon risk reward. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Votre stop loss, c'est votre invalidation suite à votre hypothèse de travail, à votre scénario que vous avez imaginé. Vous jouez un break, au cas où on a une réintégration de ce break, vous invalidez. Vous jouez une tendance haussière, si on a une fin de tendance haussière, vous invalidez. Vous jouez un range, si on a une cassure de ce range-là, vous invalidez. C'est le scénario le plus logique. En fait, c'est où est-ce que vous avez tort, où est-ce que votre scénario de base n'est plus d'actualité parce que le marché l'a invalidé. Ici, dans ce cas-là, vous réduisez votre exposition. Donc là-dessus, ouais, c'est plutôt pas mal. On augmente avec un bon CVD. Ce qui manque, c'est ici un open interest qui soutient cette tendance haussière. Et l'idéal, ça serait d'avoir une baisse du funding, ce qui nous montrerait comme quoi les gens ne croient pas trop à ce mouvement-là et surtout un funding négatif. C'est ce qu'on a eu pendant toute la hausse à ce niveau-là. C'était quand c'était en avril-mai. Pendant toute cette hausse, vous voyez, on avait un funding qui était globalement négatif. Et avoir une hausse avec un funding négatif, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que les gens ne croient pas à ce mouvement-là. Il y a pas mal de shorts également, donc ça crée potentiellement des short squeeze. Et au moment où on a eu, vous voyez la différence ici, on a des gros pics funding négatifs. Et quand on commence à re-switch un peu dans le neutre, c'est-à-dire on voit qu'on perd ici notre funding négatif, on tourne globalement dans le neutre, c'est à ce moment-là on pose un top. Donc ça c'est quelque chose à éviter. Si on peut retrouver ici un funding négatif, ça nous indiquerait comme quoi très peu de gens croient à ce mouvement-là, et ça en général c'est plutôt bullish, parce que ces gens-là c'est le carburant pour plus tard, pour que le marché pousse également. Et je vous rappelle pourquoi quand le train est trop chargé, le marché ne peut pas monter, parce que si il n'y a que des acheteurs, si tout le monde a acheté à ce niveau-là, et qu'il n'y a plus d'acheteurs, le marché ne peut plus monter. C'est les acheteurs qui font monter le marché, c'est les vendeurs qui font baisser le marché. Et également, si tous les acheteurs sont rentrés, un acheteur, c'est un futur vendeur. Donc automatiquement, s'il décide de vendre, ça créera une pression baissière. Donc voilà, ça c'est des choses très importantes. Et bon, je les regarde pas spécialement parce que je me doute qu'on ne trouve pas des spreads au-dessus des zéros. Je rappelle rapidement, le spread, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Quand vous tradez en spot, quand vous tradez avec des effets de levier, c'est un contrat qui est totalement différent, c'est un prix qui est différent, et il peut y avoir un écart, un spread entre ces deux contrats. Et quand on est au-dessus des zéros, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui spéculent sur le contrat perpétuel, quand on est en dessous des zéros, plus sur le contrat spot, et souvent quand on est au-dessus des zéros, ça veut dire que les gens font moins avec des effets de levier, et c'est souvent des phases d'euphorie de marché. Bon, on aura le temps de les voir, pour le moment, ce n'est absolument pas le cas. Donc ouais, Bitcoin c'est plutôt correct ce qu'il est en train de nous faire. Je parle pas de bottom long terme, je parle pas d'inversion de notre dynamique, mais comme je l'ai dit, il faut toujours avoir une piste de réflexion au cas où on pose un bottom. Et là,
c'est la réflexion du jour que vous devez avoir. Admettons, ici, c'est le bottom sur Bitcoin, même si pour le moment il n'y a pas de confirmation, c'est pas sûr à 100%, mais gardez ça en tête, c'est admettons le bottom est in, ici, bah est-ce que de votre côté, vous avez de quoi vous positionner? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous sachez comment vous allez rentrer en position? Est-ce que vous avez une stratégie là-dessus? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent des niveaux plus bas, ce qui est tout à fait logique, et même moi, j'ai des ordres d'achat sur ces niveaux plus bas. Par contre, moi, je sais quoi faire si le marché ne va pas aller chercher et pose un bottom. Je sais comment m'exposer, je sais comment je fonctionne, je sais que je ne vais pas spécialement paniquer, je ne vais pas spécialement FOMO, je ne vais pas spécialement me dire « Ah, ça y est, le marché part sans moi, faut que je all-in ». Non, mais ça, beaucoup qui n'ont pas fait ce test, qui n'ont pas fait surtout cette prise de recul et mettre sur une feuille blanche son plan pour la suite, eh ben, ils peuvent être dans ce genre de catégorie. Donc vous, c'est très important ici de vous poser la question, admettons, le marché, bottom, ici, admettons en septembre, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est un critère très 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 important. Quand on regarde le dernier cycle, on a fait en plus bas, suite au crack de FTX, mais sinon, c'est globalement au mois de juin qu'on a été chercher les plus bas. Et je pense que si FTX n'avait pas eu lieu, le crack de FTX, là, on aurait sûrement bottom largement avant. Et je rappelle également que Ether, lui, a bottom ici en juin. Ok. Et pendant le crack de FTX, globalement, on était sur des niveaux, oui, plus bas. Enfin, pas plus bas que ce niveau-là, on a bien sûr chuté, mais on n'a pas fait de nouveau plus bas. On peut faire la même chose, c'est pas impossible. En tout cas, de ce côté-là, gardez ça en tête. Si on pose un bottom, vous devez absolument savoir quoi faire. Maintenant, sur du court terme, le plan il est simple, je l'ai partagé hier, je vous le repartage aujourd'hui. On en a parlé quand on était dans cette zone-là, où là je vous disais pas une zone pour FOMO, on attend des replis, vous voyez tunnel 3 minutes, ça vient faire office de support pour faire ici des plus hauts. On consolide au niveau du point pivot weekly, moi j'avais une zone que je surveillais aujourd'hui, 64 120 $, tunnel 15 minutes, point pivot daily, on n'a pas eu de pullback, peut-être qu'on va y revenir plus tard. Je surveillerai également le premier pullback qu'on va avoir dans le tunnel 15 minutes pour faire ici de la continuation de tendance. Voilà globalement pour le Bitcoin. Au niveau de l'Ether, Ether qui regagne du peps face au BTC, on va commencer directement par ça. Moi j'attends la cassure du tunnel daily, mais ça peut être un signal plutôt pas mal. Et surtout on est en train de réintégrer des pressants niveaux. Donc peut-être qu'on est en train de switch sur qui domine qui. Pendant un long moment ça a été Bitcoin. La Ether regagne un peu des couleurs. On semble poser au moins, là le bottom moyen terme il est posé, ça c'est une certitude. À partir du moment où on a cette structure en W et ce break, pareil sur Ether, il ne faut pas repasser en dessous des 1770 $. Puis là c'est tout droit jusqu'au tunnel daily, selon moi. On peut avoir ici un bon upside. Donc de mon côté, le plan sur Ether c'est pareil. Court terme, continuation de tendance. À ce niveau-là, voilà, hop. Là, on consolide sur le point pivot daily du jour. Mais court terme, continuation de tendance. Moi, je surveille également un pullback à ce niveau-là. Point pivot weekly, point pivot daily. J'ai une très bonne zone. C'est dommage. Le marché n'y a pas été. Je vous rappelle, quand on trade, on ne FOMO pas, on ne force pas le marché et on ne force pas les zones. C'est-à-dire que si les zones que je détermine ne sont pas atteintes, je vais pas commencer à forcer mes trades parce que sinon, je termine la journée avec aucun trade. Absolument pas. J'ai ici mes zones. Si le marché y va, tant mieux, je réagis si j'ai mon setup qui s'enclenche, sinon je patiente et j'attends, mais je ne force en aucun cas. Donc voilà, en tout cas, sur Ether, continuation de tendance, et sinon, moyen terme, invalidation ici. Et des fois, on peut également prendre des positions long terme, j'en ai pas parlé ici sur la charte du Bitcoin, on peut prendre des positions long terme parce que on a un moyen terme qui est bullish. Alors c'est-à-dire qu'on anticipe en avance que le long terme va être plutôt pas mal, mais des fois on peut construire des positions long terme sur un signal moyen terme et avoir une invalidation serrée comme on a ici. Parce que ça fait quand même un stop loss assez serré, pour du long terme, un stop loss à 6%, ouais, c'est un stop loss qui est serré, mais c'est pas impossible, d'accord, en fonction de votre exposition, votre façon de vous positionner, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, en tout cas sur Ether, tant qu'on ne repasse pas sous cette zone-là, c'est plutôt pas mal, et on peut, pareil, retourner chercher nos tunnels daily, puis après on a cette grosse zone de résistance, c'est notre ligne de coup de ce M-top, et c'est là où moi je suis passé bearish sur Ether, où je vous ai dit, je réduis mon exposition sur Ether, on est dans une zone qui ne me convient pas, on a cassé une zone surtout qui ne me convient pas, et j'ai bien fait, parce qu'après il y a eu quand même un drawdown assez important. Allez, au niveau ici d'hyperliquide, on est toujours dans ce gros range, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus du 4 heures, au-dessus du 1 heure et au-dessus du 15 minutes,
pas l'actif le plus simple à trader, avec pas mal de faux mouvements comme ça, de déviation, réintégration. On a l'air ici de former un plus gros range, et je pense pour une personne qui veut trader hyper liquide et retrouver un momentum assez intéressant comme on a pu l'avoir pendant de longues périodes où on faisait des impulsions haussières, comme par exemple ici, l'idéal c'est d'attendre d'avoir une résolution de ce range là pour être vraiment à l'aise. On peut mettre également un volume profile pour être plus précis. Voilà, on a ici nos $69 qui correspondent à notre value area high et les $57 à notre value area low. Attendez une sortie de ce range par le haut avant vraiment de vous dire qu'il y a un momentum, qu'il y a une tendance que vous allez pouvoir exploiter. À moins de faire du très court terme, ou dans ce cas-là, bien sûr, sur ce type de mouvement baissier, ce type de mouvement haussier, il y a de quoi faire. Mais sinon, je trouve le marché sur hype, il est assez piégeur en ce moment. Il vaut mieux attendre une vraie direction de marché. Et sinon, j'ai toujours comme objectif d'aller chercher cette zone-là. Hop. Au niveau des 1,118, 100% d'extension, qui sont tout simplement les targets depuis qu'on a fait un nouvel ATH. Alors, au niveau des altcoins qui sortent du lot, je vous rappelle, à chaque fois qu'on a du momentum dans une période de une semaine, par exemple, comme là actuellement, un momentum à la hausse, ce qu'il faut surveiller, c'est quels sont les altcoins qui surperforment le Bitcoin, qui sont fortes face au dollar, que je vais pouvoir, moi, de mon côté, trader activement, parce que je vous rappelle, si j'ai une altcoin qui est meilleure que le Bitcoin, c'est intéressant. Par contre, si elle est plus faible, alors si elle est plus faible quand je veux prendre des shorts, pourquoi pas, bien entendu, mais là, sachant que je veux prendre des longues au vu de la dynamique de Bitcoin Ether, je veux chercher des altcoins qui font des plus hauts face au Bitcoin. On n'a pas énormément, on a Ether, on a Chainlink, on a ZEC, et globalement, c'est tout. Après, les autres ne sont pas incroyables. On a un peu NIR ici, mais c'est pas exceptionnel. Donc ZEC et Link, Ether on l'a déjà vu, ZEC et Link, là, c'est des cryptos qui ont un momentum haussier. On le voit, 15 minutes au-dessus du 1 heure. Donc ça pareil très intéressant pour la continuation de tendance. Et Link également, hop, plutôt pas mal. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Je vais pas prendre une altcoin qui se fait défoncer face au BTC. Par exemple, Tao, je vais regarder la charte, mais je pense pas que Tao, graphiquement, soit intéressant. Vous voyez, je vais pas prendre des longues là-dessus. Alors qu'on a une charte qui est totalement orientée à la baisse. Faire ce filtre, c'est vraiment important. Ne vous positionnez pas sur n'importe quoi. Uni, c'est pas mal aussi. Je l'avais pas dit, le uni, ça reste correct. Donc voilà, on en a quelques-unes là à exploiter sur cette semaine pour ceux qui veulent faire de la continuation de tendance et prendre des longues dans le sens de la tendance. Au niveau des indices, les indices corrigent plutôt pas mal, et j'ai envie de dire, alors ils corrigent un peu, ils sont globalement dans un range. Ça c'est une idée que je vous avais évoquée ces derniers temps, où je vous avais dit, pour moi, tant que les indices sont dans ce range là, que ce soit Nasdaq, SP500, je pense qu'on peut avoir des cryptos qui performent, d'accord. Et on le voit, on a une décorrélation en cours, donc ouais, là-dessus c'est plutôt pas mal. Alors, faut pas qu'il y ait une trop forte volatilité non plus. C'est-à-dire que là, vous voyez, je pense que sur les dernières minutes, on a bien corrigé, ça me surprendrait pas. Vous voyez, on a automatiquement une corrélation quand on a pas mal de volat. Mais globalement, si on commence à latéraliser avec une faible volat, je pense que les cryptos vont performer. D'accord. Par contre, si on commence à perdre ses plus bas, on aura à nouveau une corrélation avec un Bitcoin qui va suivre ce que va faire le Nasdaq. L'idéal pour moi, c'est de continuer à latéraliser sans trop de volatilité, et on peut avoir des cryptos qui performent, que ça soit le Nasdaq, également le SP500. Si on fait des plus hauts, alors vaut mieux faire des plus hauts que des plus bas. Le problème, c'est que les plus hauts, à chaque fois on l'a vu, on a la liquidité du marché qui est captée sur les indices. Du coup, on a des cryptos, oui, qui vont performer, mais ça va pas être exceptionnel. Par contre, si on perce plus bas, ouais, là, automatiquement, Bitcoin, les altcoins, Ether pourra clairement corriger. Voilà pour les indices US. Au niveau des actifs que je vais demander d'analyser, on a ici Sky Anix, hop. Alors, bon, en mensuel, c'est très bullish, ok. On ne s'arrête absolument pas. C'est une charte qui est verticale. Alors, une charte verticale, ça peut rester longtemps verticale. C'est un fait. On le voit, qu'on était ici. Ok, on aurait pu se dire, ah, là peut-être ça va s'arrêter. Ah, là peut-être ça va s'arrêter. Là peut-être ça va s'arrêter. On peut toujours se poser cette question. Maintenant, il y a quelque chose qui est factuel, c'est que quand on a un momentum comme ça ne sert à rien d'anticiper le top de marché. C'est une erreur parce que vous l'aurez jamais. D'accord? Vous l'aurez absolument pas. Là, alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu te contredis avec ce que je vais dire. On n'est pas sur des niveaux pour short, pour la simple et bonne raison que je parle vraiment pour un shorter moyen long terme, parce qu'on a un fort momentum, mais on n'est pas non plus sur des zones pour acheter. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup trop. Je vous rappelle, un investisseur professionnel, il prend son Fibo, hop, il trace, et globalement il surveille. Alors s'il veut être agressif, 0,382,
S'il veut être plutôt prudent, 0,118, 0,786. Quand on est sur une charte qui est autant verticale, ok, avec autant de momentum, c'est le genre de charte que je préfère éviter. Parce que là, c'est sûrement que tout le monde commence à en parler. Ah, t'as vu, cet actif, il a fait tant de pourcentage. Non, mais il va continuer à monter. C'est le nouveau Eldorado. Il y a de l'argent à faire, etc. L'histoire est toujours la même. Quand on a ce genre de charte, moi, je préfère clairement éviter. C'est pas pour ça que je short, mais en tout cas, je ne fais rien et j'attends que le marché retrace et qu'il retourne chercher des niveaux intéressants. Je sais pas ce qu'il a fait dans le passé. Ouais, il n'y a pas eu de grosse phase de pump avant ça. Mais globalement, attention à ne pas vous précipiter là-dessus. Et attention à ne pas vous dire, ah bah je cherche le top, je short par, je sais pas moi, vouloir faire le gros coup du siècle ou quoi que ce soit. C'est très délicat. Et quand on a comme ça des moyennes mobiles orientées à la hausse, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de faire de la continuation de tendance. Donc en tout cas, une charte qui est bull. Pour ceux qui sont positionnés, bah prenez vos profits sur la montée. Chiffron psychologique, hein. On le voit là, on s'arrête pile sur un chiffron psychologique. Ok. Donc voilà, prenez vos profits sur la montée. Mais soyez prudent à ne pas vous positionner n'importe comment là-dessus. Alors, au niveau de Safran, je me mets ici en mensuel, une charte qui est bien haussière, un fonda qui, je pense, continuera à porter quand même cet actif vers le haut. Je vois mal taper un range de 10 ans. Là, je parle juste d'un point de vue fonda. Après, il peut y avoir d'autres éléments externes qui viennent impacter l'évolution du prix. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Toujours en ATH. Donc pareil, c'est toujours délicat de se positionner là-dessus. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est des moyennes mobiles, comme d'habitude. Faut regarder le tunnel daily, le tunnel 3 jours, le tunnel 1 semaine, pour ceux qui veulent vraiment être sur du long terme. Alors, quand on a des événements catastrophiques comme le crack Covid, bien sûr, ça peut faire paniquer. On prend quand même un moins 60%. Mais sinon, on voit que depuis 2023, on a un rallye haussier. Et le plus intéressant, c'est de se positionner sur les replis. Tunnel daily, c'est à peu près du 13-15%. Tunnel 3 jours, ça va être du moins 25%. Moi, on a une charte qui ressemble un peu aux actions du Nasdaq et tous les retracements de 25-30% sont des opportunités pour se positionner. Tant qu'on a une tendance haussière, d'accord? Parce que le jour où on perd cette tendance, vous voyez, bah là c'est une forte dynamique baissière. Et là automatiquement, on peut être sur des retracements bien plus importants. Donc pour le moment, rien à dire, à part nous ne sommes pas dans des zones d'achat long terme, selon moi. J'attendrai un retracement, que ça soit maintenant, ça se trouve ça va être plus tard, peu importe. Par contre, pour de la continuation de tendance, c'est plutôt pas mal. On a ici un flux qui est haussier. Peut-être qu'on va commencer à range ici et rentrer dans une phase de latéralisation parce qu'on voit que ça fait un moment là qu'on est globalement bloqué entre deux boards. Alors c'est pas le range le plus classe, il y a eu des ranges beaucoup plus simples à tracer, mais globalement on peut voir même une extrémité basse à peu près vers les 280, une extrémité haute vers les c'est quoi ici, c'est 350. Et ensuite ici une analyse de AMD. Bon on est en plein dedans, hein, automatiquement, secteur de l'IA, tout ça. Donc ce genre de, c'est comme Nvidia, hein, ce genre de projet performe très bien. On le voit là, la forte impulsion en avril, mai, si. Donc pareil, charte verticale, toujours délicat de se positionner là-dessus. C'est pas parce que ça a monté que ça ne peut plus monter, bien entendu. Au contraire, le momentum est bull, il y a plus de chances de continuer à la hausse, mais c'est très compliqué de rentrer sur une charte qui est autant haussière après une telle performance. Je vous rappelle, toujours pareil, un investisseur professionnel, il prend son Fibo, il trace le point le plus bas, le point le plus haut, et il attend des retracements. Vous voyez, 0,118 à ce niveau-là, hop, voilà, ça peut clairement s'acheter. Voilà comment fonctionne un investisseur professionnel. Là, on a quand même eu, on a quand même un gros range ici. On a bien cassé à la hausse. Hein. Là, c'est le genre de range qu'on ne doit pas réintégrer. Hein. Un range qui dure depuis des années, des décennies, j'ai envie de dire même. On a cassé à la hausse. Hein. Et là, l'importance, attention à ceux qui font un DCA. Vous voyez, quelqu'un qui fait un DCA pendant toute cette phase-là, pendant 40 ans, il n'est pas rentable. Il n'est absolument pas rentable. Et c'est ici qu'il est rentable. Mais est-ce que ça vaut le coup de patienter autant de temps, et surtout est-ce que c'est possible de patienter autant de temps? C'est dur. Hein. Franchement, j'ai du mal à croire qu'une personne patiente sur une position qui dure pendant 40 ans. Maintenant qu'on a un pump comme ça, faudra surveiller les replis de moins 20, moins 30%, comme d'habitude, tant qu'on n'inverse pas cette dynamique. La dynamique s'inverse quand on commence à faire un M-top, ok, un sommet, un creux, un sommet qui ne fait pas un plus haut, idéalement dans une zone de rechargement de short, et on fait ça. Là, je vous dirais, ok, top de marché, faut se barrer. Vous voyez, ce type de structure, c'est pas incroyable. Voilà pour les 3 actifs que vous me demandez d'analyser. On a fait le tour. Surveillez bien sûr la suite sur le Bitcoin, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Ça n'empêche d'avoir une invalidation, une gestion de risque parce que ça peut aller très vite et ça vous le savez très bien. Et je vous rappelle, ceux qui veulent profiter du bonus ici sur OKX, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.